voilà, ça y est. Bonjour à tous et bonjour, rebonjour Sandra. Bonjour Lia. Et merci d'être là avec moi aujourd'hui pour co-animer ce webinaire. Alors, bonjour Benoît. Alors, il y a le chat, Sandra, je ne sais pas si tu vois bien le chat. On vous invite bien sûr à réagir dans le chat. Déjà à nous dire bonjour Ada. Mhm. Euh, on vous invite à nous dire déjà si vous nous voyez, vous nous entendez bien. Bonjour Nancy, super de vous retrouver ici. Euh, et bonjour Octavie. Donc dites-nous juste si vous nous entendez. Bonjour Yvan, si vous nous entendez et si vous nous voyez bien. Et on va démarrer dans quelques minutes. Tout au long de ce bonjour Taïna, tout au long de ce webinaire, en fait, n'hésitez surtout pas à commenter, poser des questions, partager des choses. Euh, pour que nous on puisse voir en fait au fur et à mesure vos. Merci beaucoup pour. Ah, merci beaucoup. Sandra disparaît, mais ça m'a fait l'autre fois avec. Ça me l'a fait aussi avec. Par contre, Sandra, tu peux parler? On t'entend ou pas? Ouais. Vous m'entendez? Oui, oui, ouais, ouais, on Super. t'entend. Bonjour Hilaria, bonjour Stéphanie, bonjour Catherine. Merci pour les retours. Du coup, donc voilà, je disais surtout, n'hésitez pas à poser des questions, partager des expériences ou faire juste des commentaires, des suggestions, etc. C'est fait pour être interactif et dynamique. Ce n'est pas fait pour procurer des réponses toutes faites qui sont aucune prétention. Donc il y a aucune prétention d'une vérité absolue quelle qu'elle soit. Donc, si vous voyez que si vous n'êtes pas d'accord ou si vous pensez qu'on se trompe, surtout dites-le. C'est vraiment très très important. C'est juste des invitations à réfléchir et là, je parle vraiment pour tous les webinaires qu'on fait. Et donc voilà, vous êtes là vraiment. Ah bah tiens, Sandra, tu tu es réapparue. Ce qu'on va faire, c'est que on va se présenter chacune. Euh, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas ou peu, vraiment en 1 à 2 minutes rapidement. Puis après, je vais entamer le sujet du jour. Et puis après, je passerai la parole à Sandra. Et voilà, ça sera interactif. Pas de son pour Ada. Ok. Bah oui, effectivement, on revient. Voici le son de l'ordinateur est allumé parce que parfois on se rend pas compte qu'on l'a éteint. Donc, euh, et quoi qu'il en soit, donc il y aura un enregistrement. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous n'entendez rien, ou que ça coupe ou quoi, il y aura toujours un moyen de réécouter. Donc je me présente rapidement. Je m'appelle Lilia Rechetniak. J'ai cofondé la société Epipine il y a plus de 3 ans maintenant, suite en fait à différentes expériences à la fois personnelles et professionnelles. Donc du côté pro, j'avais été salariée pendant des années, et puis après je n'ai jamais réussi à bien m'intégrer dans une entreprise. C'était en grande partie par méconnaissance de mon propre fonctionnement, de mes besoins, de mes façons d'être efficace. Super Ada, rebonjour. C'était aussi parce que le monde de l'entreprise, comme vous l'entendrez aujourd'hui, comme vous le savez sûrement, pour les personnalités atypiques, et plus représente plus un challenge que pour les autres. Et puis donc ça c'est du côté pro, et du côté perso j'ai obtenu mes diagnostics. Euh, oui, du côté pro aussi. Avant Epipins, j'avais créé une entreprise individuelle en fait où je faisais du coaching. Et mes clients se sont tous révélés être neuroatypiques. Je ne savais pas du tout ce que c'était la neurodiversité. J'avais jamais entendu parler vaguement de l'autisme, du haut potentiel, etc. Mais pas vraiment recherché ni intéressé au sujet. Et voilà, c'est mes clients de coaching qui m'ont dit bon, tu devrais aller creuser. Et donc du coup, en allant creuser, je suis tombée sur des professionnels de l'accompagnement qui m'ont dit bah tu devrais te faire tester. Et donc ça, c'est la bascule vers le côté perso. J'ai obtenu donc des diagnostics de troubles du spectre autistique, haut potentiel intellectuel, hypersensibilité à l'âge de 30 ans.
Donc c'était il y a 6 ans à peu près, et voilà. Et donc à partir de là, je me suis dit, en fait, en vrai, si tu es complètement honnête avec toi-même, la population à laquelle tu te sens à l'aise de t'adresser, c'est les personnes un peu comme toi. Et un peu comme toi, c'est à la fois les personnes avec autisme, alors surtout de haut niveau, parce que je comprends moins bien les autres, ce qui est normal. On comprend surtout ce qu'on est déjà. Euh, donc les personnes avec TSA d'un côté, les personnes à haut potentiel intellectuel de l'autre côté, les personnes hypersensibles de l'autre côté, mais surtout et aussi les personnes qui ont un petit cumul de mandats, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, comme c'est le cas pour moi, et effectivement, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, à partir de ces diagnostics, je me suis rendu compte que tout simplement, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir pourquoi ça ne marche pas très bien pour beaucoup de ces personnes-là, quand même une grosse majorité, et comment faire pour que ça marche mieux. Et ça, c'était mes points de départ. Et voilà, donc, début 2016, j'ai rencontré mon associé cofondateur Hervé Ferraud. Et à partir de là, on a commencé l'aventure Epipine avec les différents services, les différentes activités qu'on a aujourd'hui. Sandra, je te passe la parole pour que tu te présentes à ton tour. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis Sandra Boulgobra et je suis chargée de maintien dans l'emploi au sein de la société Elior Restauration. Donc, mon rôle dans l'entreprise, c'est de contribuer au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap, qui ont une fragilité ou des problématiques de santé. Et donc, pour cela, on est amené à faire appel à des experts extérieurs comme Epipine pour accueillir, accompagner, former, sensibiliser et insérer les salariés qui ont besoin d'une attention particulière. Donc, étant confinée dans les Yvelines et en activité partielle, je suis assidûment les webinaires de Lilia, qui m'aident à bien comprendre le fonctionnement des personnes dites neuroatypiques dans ce contexte exceptionnel. Et dans le cadre de mon travail, je m'intéresse à la question du handicap et notamment des personnes qui ont des traits autistiques parce qu'on les suit au quotidien. Et lors d'un précédent webinaire avec Lilia, une question m'est venue, donc finalement, comment préparer le retour à l'emploi des personnes neuroatypiques ou hypersensibles. Et aujourd'hui, le temps est suspendu pour tout le monde. Va falloir prendre des repères et surtout redoubler d'attention avec ce type de public. Et donc, Lilia m'a gentiment proposé d'échanger autour de ce sujet avec elle. Donc, me voilà en ligne avec vous. Merci beaucoup Sandra, et je rappelle juste, j'informe tous les participants que la semaine prochaine il y a une deuxième édition du webinaire, en fait, qui sera très différente de celle-ci, puisque déjà la co-animatrice change et elle a un métier différent, et je pense que la complémentarité sera super si pour les personnes qui suivront les deux, puisque donc Sandra comme elle vient de dire, elle fait partie d'une grande entreprise, et la co-animatrice de la semaine prochaine, qui s'appelle Anne Montgermont, est job coach. Donc on fait pas mal d'interventions ensemble chez nos clients. Elle accompagne vraiment les personnes concernées. Donc, il y aura probablement des questions aujourd'hui que vous aurez ou que nous on aura, auxquelles on n'aura pas toutes les réponses, ou alors pas la réponse du tout. Et je me propose de les noter et de les poser à Anne la semaine prochaine. Donc, ça sera le 23 avril, même heure. Donc voilà, juste pour info. Alors, du coup, donc effectivement, ce sujet du retour à l'emploi pour les personnes alors neuroatypiques. Merci Sandra, parce que c'est toi qui m'as inspiré ce webinaire. C'est vraiment une super interrogation, une super question, et je salue toutes les personnes et toutes les entreprises qui se posent cette question-là. Puisque effectivement, bon, déjà pour commencer, il faut savoir, et je pense que la plupart d'entre vous le savent, la vie en entreprise pour les personnes en situation de handicap et ou avec un ou plusieurs profils de la neurodiversité, c'est pas la même chose que pour quelqu'un qui se pose pas trop de questions et pour qui les choses sont plus fluides.
J'ai pas envie de parler de personnes typiques ou enfin, c'est une majorité. Quand je dis majorité, ça reste juste factuel pour le coup. Mais donc en aucun cas péjoratif. Mais je parlerai pas de personnes typiques. Mais effectivement, la plupart des personnes prennent un peu la vie comme la société, le package de la société, comme la société les lui propose. Les personnes avec un ou plusieurs handicaps, avec un ou plusieurs profils de la neurodiversité, etc., ne peuvent pas faire ça. Il y a différents fonctionnements de l'esprit. Dans le cadre de la neurodiversité, c'est vraiment du cerveau, c'est-à-dire que ce ne sont pas des fonctionnements juste psychologiques. Il ne suffit pas de faire une thérapie pour arrêter d'être autiste, par exemple. Ce sont vraiment des fonctionnements du cerveau qui sont différents. Parfois, pour d'autres personnes avec d'autres types de particularités, par exemple avec certaines formes d'handicap, c'est le fonctionnement du corps. Parfois, c'est aussi le fonctionnement du mental, de l'esprit, du cerveau, etc. Parfois, c'est une combinaison de plusieurs choses, du psychisme, etc. Parfois, c'est une maladie, donc un retour au travail après une maladie. Donc, dans tous les cas, il y a certaines choses qui sont plus compliquées pour ces personnes que pour la majorité. Du coup, ça ne veut pas dire que tout est plus compliqué. Parfois, il y a certaines choses qui sont plus simples, au contraire. Mais effectivement, il y a, comme disait Sandra, une attention particulière à prêter à ces populations, ne serait-ce que pour essayer de prévenir d'éventuelles difficultés dans le cas où elles pourraient apparaître. Au cours des webinaires précédents, Sandra, tu étais là, plusieurs neuroatypiques ont exprimé le fait que pour eux, le confinement, en fait, c'est tranquille, quoi. C'est vraiment, alors pas pour tous, hein, je veux surtout pas faire de grosses généralités. Et bien évidemment, je pense qu'il y a des personnes autres que les neuroatypiques pour qui c'est top aussi. Mais effectivement, il y a beaucoup de difficultés qui ont disparu grâce au confinement. Par exemple, pour les personnes avec autisme, qui ne doivent plus prendre de transport et pour qui le transport est anxiogène, mais ça fait du bien. Le fait de ne plus avoir des réunions avec plein de personnes, ça fait du bien aussi. Le fait de pouvoir créer son propre rythme de journée, ça fait du bien aussi. Donc, pour les personnes qui trouvent énormément d'avantages dans cette situation, le retour à un rythme plus classique comportera des difficultés de mince, ça fait 2 mois que j'ai pas pris les transports, j'ai pas envie de les reprendre, ou alors les réunions. Et pour les personnes neuroatypiques, en fait, la difficulté peut se situer dans le fait de ne pas trop savoir en fait comment retourner à ce comportement classique. Ça ne va pas être un manque de volonté, j'y crois pas du tout. Je pense que pour la grosse majorité, ça va surtout être comment je fais, puisque sur certaines choses, le fonctionnement cérébral est moins souple. Il est très adaptable, pardon, sur beaucoup de choses et un petit peu moins sur d'autres choses. Donc, qui sont plus classiques pour la plupart des gens. Donc, sur ces choses-là, il peut y avoir une lenteur de réadaptation. Éventuellement. Pour d'autres personnes, c'est juste. Alors, je ne connais pas et je me permettrai pas de parler au nom de toutes les formes de neurodiversité et surtout pas toutes les formes de handicap. Donc Sandra, je te passe la parole dans 30 secondes. Oui. Mais voilà, en fait, il y a des difficultés que la majorité des personnes qui ont l'habitude de faire du management, de la gestion ou de travailler avec des collègues qui finalement s'inscrivent dans un fonctionnement classique, ces personnes-là ne vont pas forcément se poser les questions. Donc, peut-être qu'il y a des choses à prévoir, à anticiper, et des dispositifs qu'on peut d'ores et déjà prévoir de mettre en place pour le retour au travail de ces personnes. J'ai pas envie de dire les plus fragiles, comme disent les membres de notre gouvernement en ce moment, mais en tout cas au fonctionnement un petit peu particulier. Voilà, ça c'était les premières réflexions. Sandra, je te laisse enchaîner pour la suite. Il y a effectivement une question aussi d'Octavie qu'on prend en compte et on y répondra. Alors, effectivement, on est dans des circonstances exceptionnelles. Il va falloir prévoir le retour. Mais donc, qui dit circonstances exceptionnelles dit mesures exceptionnelles, mais on peut aussi s'inspirer de ce qu'on fait déjà lorsqu'on réaccueille un salarié qui revient d'une longue absence pour une maladie ou un congé maternité, par exemple. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps d'échanger individuellement, lui demander comment il ou elle se sent,
demander s'il a des craintes, des interrogations. Donc l'objectif, c'est d'aider à remettre le pied à l'étrier, mais tout en douceur. Donc s'il y a des changements d'organisation, de travail, il faut prendre le temps de l'expliquer et de vérifier que c'est OK. Il va falloir rappeler les méthodes de travail, les consignes ou les nouvelles consignes. Donc il faut aider les salariés à retrouver leur place dans l'organisation. Je pense aussi qu'il faudra rassurer, et surtout ce type de salariés qui sont peut-être d'autant plus anxieux, et les accompagner dans le changement des méthodes de travail liées aux éventuelles nouvelles consignes. Faut bien avoir en tête qu'on est dans un contexte anxiogène avec beaucoup d'incertitudes, et que les personnes dites neuroatypiques ou hypersensibles sont potentiellement d'autant plus anxieux et stressés. Donc, il va falloir redoubler de bienveillance. Il faut aussi que les salariés aient en tête que leur employeur ne pourra pas forcément leur fournir toutes les réponses et une feuille de route claire avec des objectifs bien précis, parce que l'avenir reste flou encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour tous. Par exemple, en ce moment, je suis depuis le début du confinement en lien avec les parents d'un salarié qui a des traits autistiques. Ils me font part de sa grande anxiété, de son besoin d'avoir une visibilité sur la date de reprise, sur les conditions. Mais malheureusement, on ne peut pas apporter ce genre de réponse maintenant. Ça serait les exposer à des illusions. Le retour, il sera évident pour personne, évidemment. Il va falloir sortir de chez soi, retrouver les autres, reprendre les transports. Donc, il va falloir recréer du lien, et puis redoubler surtout de bienveillance et de bon sens pour que tout se passe bien. Après, Lilia, si tu veux, je pourrais reparler des acteurs externes qu'on peut mobiliser comme tu veux. Oui. Juste avant ça, du coup, je pense que ça pourrait peut-être alimenter ce que tu diras par la suite, Sandra. Une chose que je préconise, puisqu'effectivement, bon, c'est une situation exceptionnelle, comme tu dis, et je suis vraiment d'accord, et je suis fan de l'idée de s'inspirer de ce qui est déjà fait dans d'autres circonstances de retour à l'emploi. Avec cette situation exceptionnelle, il y aura des choses, des réactions aussi inhabituelles, imprévisibles, exceptionnelles, pas nécessairement extrêmement intenses, mais différentes de ce à quoi on peut s'attendre. Donc, une des choses qui sera, je pense, nécessaire, et du coup qui pourra être mise en place grâce à ce que tu diras par la suite a priori, c'est le dialogue, le fait de discuter avec les salariés, qui soient neurotypiques, en situation de handicap ou pas d'ailleurs, discuter, voir comment ils ont vécu, pas forcément comment ils ont vécu tout le confinement, mais en tout cas comment ils vivent le retour à la situation entre guillemets normale. Et du coup, quels seraient leurs besoins? Et ça ne veut pas dire s'engager à répondre à chaque besoin ou à chaque demande. Ça veut juste dire installer un dialogue d'adulte à adulte quelque part, pour dire ok, nous on vous exprime nos besoins, vous en retour vous nous exprimez vos possibilités. Et l'inverse, c'est-à-dire que l'entreprise aussi aura des besoins à exprimer aux salariés, comme tu disais, des objectifs, une feuille de route, etc. Et les salariés pourront dire oui ou non, est-ce que je me sens capable, est-ce que je peux, et si oui, de quoi j'ai besoin pour pouvoir le suivre et accomplir ces objectifs-là. Et en fait, vraiment faire ce dialogue. Et je pense que le fait de cultiver un management bienveillant, pour reprendre un terme qui est un peu qu'on entend un peu partout en ce moment, mais tu l'as mentionné tout à l'heure et puis je l'aime beaucoup parce que finalement il comporte une grande réalité derrière. Ce management bienveillant pourra jouer un rôle énorme et je pense qu'il fera une grande différence dans cette situation-là. Donc du coup, vas-y. Donc sur les aides qu'on peut mobiliser à l'extérieur, alors parfois en interne, les entreprises ont la chance d'avoir déjà un dispositif, et c'est le cas d'Elior parce qu'on a une plateforme d'écoute, mais c'est pas le cas de toutes les entreprises évidemment. Donc il faut savoir solliciter les acteurs externes. Donc déjà, on a comme allié la médecine du travail, parce que toutes les entreprises sont en lien avec un service de santé au travail.
Et les services de santé au travail sont composés d'une équipe pluridisciplinaire avec parfois des psychologues. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter la médecine du travail parce que le salarié sera peut-être plus en confiance et pourra se confier ou extérioriser plus facilement puisque c'est anonyme. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous pour les salariés qui semblent peut-être fragilisés par cette situation ou très stressés et angoissés. Ça peut être un allié. On a aussi les partenaires externes comme IPIPIN par exemple ou les associations. Donc parfois, ça a un coût évidemment, mais pour financer ce coût, si on peut l'appeler comme ça, on peut faire appel à la GPIP qui finance ce type d'intervention. Et notamment dans la situation actuelle, ils ont débloqué des fonds exceptionnels qui vont permettre de financer ces interventions. Donc la GFIP, c'est l'association qui collecte les contributions financières des entreprises et qui est chargée de favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi. Bon, j'emploie le terme handicap parce que c'est la reconnaissance administrative qui est la condition pour solliciter les aides financières de la GFIP, même si je suis convaincue qu'être neuroatypique n'est pas un handicap, mais plutôt un atout au sein de l'entreprise, n'est-ce pas, Lilia, sous réserve d'être dans des conditions qui nous permettent d'être épanouis et donc de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Donc pour revenir à la GFIP, dans le contexte actuel, ils ont aussi mis en place une cellule d'écoute psychologique qui propose un accompagnement téléphonique aux salariés, aux demandeurs d'emploi ou aux travailleurs indépendants. Et ce service de permanence téléphonique est complémentaire, bien sûr, des dispositifs déjà mis en place par le gouvernement pour l'ensemble de la population. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir sécuriser les personnes et leur parcours pendant cette période de confinement et aussi d'anticiper les conséquences qui pénaliseraient les personnes en situation de handicap pour la reprise d'activité. Donc voilà les aides qu'on peut mobiliser à l'extérieur de l'entreprise si on n'a pas de service de psychologue du travail en interne. Ouais, ce sont vraiment des très bonnes, en tout cas, premières pistes d'action et de réflexion, puisque effectivement, ça peut vraiment complètement répondre à ce besoin, je pense, d'installer un dialogue. Je repensais donc à ce que tu disais tout à l'heure, être neuroatypique, est-ce que c'est un handicap ou pas? Alors, comme vous savez, ceux qui me connaissent le savent, en fait, vraiment ma vision et ce qui est le plus important dans la manière d'inclure les personnes neuroatypiques, quelles que soient les circonstances, la situation, etc., c'est le regard qu'on porte sur la différence. C'est pour ça que je vais prendre juste 2 minutes pour peut-être 3, je me connais, je vais dépasser, pour reparler de ça, parce que c'est important. Déjà, la façon dont on va regarder, parler, traiter les personnes dont on est en train de parler dans ce webinaire, ça va faire une grande différence. C'est pour ça que je préconise ce dialogue, parce que ce sont des personnes, ce ne sont pas des personnes, ce sont des personnes qui réfléchissent énormément, même si parfois elles s'expriment d'une manière particulière ou parfois elles ne parlent pas, parfois, voilà, peu importe. Mais ce sont des personnes, si elles ont été embauchées dans les entreprises, je sais que les entreprises les embauchent en premier lieu pour leurs compétences et non pas parce que elles ont tel ou tel profil. Ça veut dire que on peut avoir un échange avec cette personne-là, et c'est très important. Et ça peut vous paraître, à vous qui êtes là, ça peut vous paraître très banal, mais en fait les gens l'oublient. On a tendance à être emporté par le quotidien, et parfois on oublie qu'en fait la personne en face de nous, même si elle est un petit peu entre guillemets bizarre, bon, elle est tout à fait capable d'avoir un échange avec nous. Et du coup, sur le terme de handicap, alors moi j'ai une vision extrêmement pragmatique de ce terme-là. Pour moi, c'est contextuel et c'est très justement factuel.
puisque une personne, par exemple, un comptable en fauteuil roulant, je prends l'exemple le plus clair possible à mes yeux, un comptable en fauteuil roulant, il n'est pas handicapé devant son ordinateur. Il peut être handicapé devant la cage d'escalier s'il n'y a pas d'ascenseur. Donc c'est pas tout le temps, c'est pas partout, c'est pas pour tout. Et une personne neuroatypique, c'est un petit peu pareil dans le sens où il y a des tâches, il y a des situations, il y a des choses, des personnes devant lesquelles elles vont être beaucoup plus à l'aise qu'une personne non neuroatypique. Et d'autres situations qui vont poser beaucoup plus de soucis. Donc voilà, c'est juste pour répondre à cette remarque, parce que pour moi, c'est super important et je suis ravie qu'on en parle. Parce que parfois, c'est un handicap et c'est pas pour rien que beaucoup des profils de la neurodiversité peuvent être reconnus comme handicap. Du coup, au sens très pragmatique, encore une fois, du terme, parce que parfois, il y a besoin d'aménagement. Et comme tu dis, Sandra, la GFIP et d'autres acteurs consacrent leur budget pour les personnes qui ont cette reconnaissance officielle. Donc, les personnes, par exemple, une personne hypersensible qui n'a pas la RQTH, elle peut compter sur la bienveillance de son équipe et de son manager, de son patron, de son entreprise, mais pas nécessairement sur un budget de la mission handicap. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres là-dedans et effectivement pour les entreprises, si parmi les participants vous avez des remarques, des commentaires là-dessus, on en parlait hier avec Sandra un petit peu. Moi, étant prestataire extérieur, je n'ai pas de vision sur comment vous avez la possibilité de préparer cet aspect de la rentrée, entre guillemets. Quel budget vous avez, quels moyens vous avez, etc. Et je pense que ça change d'une entreprise à une autre, bien évidemment, mais voilà, donc si vous avez des partages, des choses à partager avec nous, et du coup j'en profite pour répondre aux commentaires d'Octavie. Est-il préférable de favoriser le télétravail pour les personnes neuroatypiques et dans quelle mesure? Alors oui et non, il n'y a pas de réponse unique pour tout le monde. Je pense que probablement pour le retour à la normale, pour le déconfinement, ça serait pas mal de pouvoir leur proposer un retour progressif. Et éventuellement envisager pour certaines personnes, si on voit qu'elles ont été efficaces en télétravail, pourquoi pas, si elles en ont envie et besoin, si elles en expriment le besoin, pourquoi pas leur laisser plus de télétravail qu'avant, par exemple. Pourquoi pas, ce sera vraiment du cas par cas, j'insiste là-dessus. En revanche, il y a des personnes qui n'en ont pas envie, les neuroatypiques, il y a qui n'en ont pas envie du tout, ou qui en ont envie, mais vraiment dans une toute petite mesure. Donc, c'est une bonne. Je pense que le confinement nous aura montré qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles en télétravail, plus qu'avant. Mais est-ce que ça sera la réponse toute faite pour tout le monde? Je ne pense pas, et je n'ai pas envie d'encourager quoi que ce soit dans son sens. En revanche, encore une fois, encourager à en discuter, à proposer, oui, carrément. Donc Lilia, tu parlais aussi Est-ce que les entreprises ont un budget pour ça? Donc effectivement, la GFIP est là, a ce budget et c'est aux entreprises de solliciter la GFIP pour dégager ce budget en fait. Donc Mhm. souvent, c'est vrai que c'est méconnu, surtout pour les petites entreprises, mais il ne faut pas hésiter à les solliciter. Oui, alors super. Du coup, si jamais il y a d'autres partage d'expérience sur ce sujet, on prend avec plaisir. Un autre aspect auquel j'avais pensé pour le retour au travail pour les personnes neuroatypiques, c'est de mettre en place, alors c'est quelque chose que tu as mentionné, Sandra, la médecine du travail, la psychologie du travail. Effectivement, les psychologues du travail auxquels en fait, c'est assez bizarre, mais à chaque fois que je fais une formation, une intervention en entreprise, personne n'y pense, personne n'en parle. Et c'est en intervenant avec une stagiaire qu'on a eue pendant 6 mois, qui est en formation de psycho, elle disait, mais pensez aux psychologues du travail, parce que oui, effectivement, ils peuvent vraiment faire un super, super boulot, surtout dans ces circonstances-là. Et aussi, on parle beaucoup des personnes directement concernées, mais il faut aussi parler de ceux qui les encadrent et des équipes.
puisque bon, on n'est pas des super-héros. Un manager, aussi bienveillant soit-il, a sa personnalité, ses difficultés, ses humeurs, etc. Donc, les différentes mesures, pas nécessairement financées par la GFIP, mais quoique, pourquoi pas. Mais en tout cas, les différentes mesures de dialogue, d'accès à des psychologues ou des partenaires prestataires extérieurs, bah, je pense que les managers et les équipes qui accueillent des personnes en situation de handicap et ou neuroatypiques, etc., bah, n'hésitez pas à faire appel également à ces mesures-là, parce que ça peut rajouter à des difficultés. Et pour être sûr de bien me faire comprendre, c'est pas la personne en situation de handicap ou neuroatypique qui va nécessairement être le problème, mais c'est la tension qui peut être créée par des comportements qui se rencontrent. Et je pense qu'il y en aura. Il faut pas jouer au bisounours entre guillemets. Il y aura des situations compliquées dans les équipes, il y aura des incompréhensions, il y aura des coups de colère, des énervements, et ce sera normal. Et c'est un des aspects à vraiment prendre en compte, pour lesquels je pense que peut-être un médiateur, peut-être un référent extérieur, peut-être un prestataire, peut-être un psychologue, etc., peuvent intervenir pour aider, sans nécessairement passer tout de suite à des avertissements, des sanctions ou des mesures plus grave, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Oui, oui, et puis ça peut être Sandra. aussi très bien quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise qui peut se positionner comme tuteur ou comme référent Oui, plutôt pour discuter et sans qu'il y ait ce lien hiérarchique en fait. Et après, c'est sûr qu'il faut aussi avoir en tête que ben, à la reprise, tout le monde aura de nouveau la tête dans le guidon et aussi d'autres urgences à gérer sur la gestion de l'entreprise. Et donc, il faudra faire en sorte de penser aussi quand même à l'aspect humain et réintégration des salariés, recréer du lien parce que ça sera indispensable pour continuer dans des bonnes conditions. oui, tout à fait. Alors, il y a Benoît qui dit, certes, il est important de bien s'occuper de la personne neuroatypique, mais surtout aussi de repréparer le groupe de collègues qui peut avoir oublié ou ne pas comprendre les difficultés du retour dans l'euphorie des neurotypiques après le déconfinement. Alors, très, très, très bonne remarque, Benoît. Merci beaucoup. Effectivement, le retour dans l'euphorie des neurotypiques après le déconfinement. Alors, plutôt que de parler des neurotypiques, là, pour le coup, et ce sera aussi une grande simplification. Donc, pardon par avance pour ça. Il y a aussi une distinction entre introverti et extraverti. Et il y a différentes formes d'introversion et d'extraversion. Celle dont je parle maintenant, c'est avec à quel point est-ce qu'on a besoin du contact avec les autres pour être bien. Alors, il y a des introvertis qui, pour se ressourcer, ont besoin de solitude, et des extravertis qui, pour se ressourcer, ont besoin du contact avec les autres. Donc, effectivement, ces extravertis-là seront dans l'euphorie de la pause café, le déj à la cantine, ça va être trop bien, tout le monde va être super, super enthousiaste. Et ces personnes-là, effectivement, peuvent, sans penser à mal, oublier qu'il y a d'autres personnes qui, elles, vivent ça plus difficilement. Donc, en effet, alors déjà cet aspect-là qui peut toucher absolument n'importe qui, et puis également, je pense que Benoît, vous avez tout à fait raison. La sensibilisation des équipes, la resensibilisation quand il le faut, peut aussi jouer un grand rôle, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est notre regard, c'est comment on va voir, comment nous on va anticiper. Est-ce qu'on va tout de suite préjuger d'un certain nombre de problèmes qui peuvent survenir, ou est-ce qu'on va au contraire complètement oublier qu'il puisse y avoir des problèmes. Donc le fait de se rappeler, et encore une fois, je pense que vraiment c'est vraiment pour tout le monde, le fait de comprendre, comme dit mon associé, et j'aime beaucoup cette expression, qu'on ait la capacité à sortir de notre propre cadre de référence. Donc, comprendre qu'en fait, d'autres personnes peuvent réagir et vivre ça différemment. Ça va nous aider tous
à mieux vivre cette situation parce que ça va faciliter la communication entre nous. Et je ne sais pas si Isabelle Alix est là aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, elle parle de la CNV, de la communication non violente. Donc, effectivement, je ne vais pas nécessairement m'étaler là-dessus, mais la communication sera très, très importante dans ces circonstances-là. Et Sandra, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un petit peu plus de ce que vous faites pour les autres situations de retour au travail pour les salariés, pour voir de quoi est-ce qu'on peut s'inspirer pour soit pour ces circonstances-là, soit pour préparer un peu. Nous, au sein de notre équipe, donc au pôle diversité, maintien dans l'emploi, quand il y a un retour d'une maladie longue, on essaye de préparer en fait le retour, de discuter éventuellement avec les collègues qui vont réaccueillir le salarié en question, d'expliquer la situation. Pour que tout le monde soit bienveillant et ouvert à cette reprise. Et on essaye de commencer en douceur, de rencontrer le manager, d'aller voilà, vraiment au contact des salariés et des managers pour faire en sorte que ça se passe le plus en douceur possible. Après, dans le contexte habituel, on organise des visites de pré-reprise aussi auprès de la médecine du travail. Ça permet de vérifier l'aptitude à la reprise au poste. Et puis, parfois, le médecin prononce l'aptitude, mais avec des réserves et des restrictions. Donc, parfois, il faut réaménager et repenser le poste, que ce soit les méthodes de travail ou le matériel ou l'organisation. Donc le but, c'est de préparer le retour du salarié pour que quand il arrive, il se sente attendu, accueilli et qu'il reprenne dans des bonnes conditions, voilà, de façon pérenne. Donc je pense qu'on peut aussi s'inspirer de ça, mais actuellement, la médecine du travail, c'est vrai qu'elle est totalement mobilisée pour la gestion du coronavirus et ils prennent moins de rendez-vous pour les salariés pour d'autres sujets que le coronavirus. Donc même eux aussi sont un peu en stand-by. Donc c'est vrai qu'on peut aussi anticiper les rendez-vous sur mai-juin pour être les premiers inscrits pour avoir le plus de places possible. Mm-hmm. Voilà, ça peut être... Et merci beaucoup. Et du coup, je serais très curieuse de savoir parmi les participants, quelles sont vos craintes, alors que vous soyez personne concernée ou RH dans une entreprise ou voilà, quelles sont vos craintes par rapport au retour au travail après le 11 mai et pour que nous on voit si on peut déjà commencer à y répondre, voilà, partagez avec nous vos appréhensions, vos craintes, vos idées aussi pour qu'on puisse s'en inspirer. Alors, finalement, tous les salariés vont vivre une situation plus ou moins angoissante à la reprise, à tous d'être vigilants à tous nos collègues. Exactement, exactement. Je pense que j'espère que ça sera une leçon de je ne sais pas quoi, de communication, d'humanité, de plein de belles choses, d'écoute, j'espère. Donc, oui, on attend avec impatience vos commentaires sur vos pensées sur tout ça, sur vos craintes qui nous intéressent vraiment beaucoup. Puisque, comme je disais au tout début, la semaine prochaine, donc on va refaire une passe sur ce sujet avec une job coach. Et elle pourra aussi apporter des éléments de réponse. Alors, Octavie qui exprime une crainte, comment relancer l'économie en prenant soin de nous? Je pense que... Sandra, est-ce que tu as des idées là-dessus?
Enfin, comment c'est une pensée philosophique là, Octavie, Ouais. que tu nous emmènes et merci pour cette remarque. Alors, enfin lier les acteurs économiques aux facteurs de santé au travail vu la période de tension. Mm. Oui, donc de ne pas se concentrer finalement que sur l'aspect économique, mais aussi sur l'aspect humain et oui, et la qualité de vie au travail, effectivement, elle va être d'autant plus importante. Il va falloir y veiller. C'est sûr. Et Lydia, tu avais aussi parlé lors d'un précédent webinaire de ben, le fait d'utiliser entre guillemets les neuroatypiques pour repenser le monde de demain. Est-ce que tu pourrais en reparler parce que j'avais trouvé ça très intéressant. Oui. Bah, je pense que c'est une des potentielles possibilités de réponse. Vous voyez toutes les pincettes que je prends à la question d'Octavie. Comment relancer l'économie en prenant soin de nous? Puisque en temps normal, les neuroatypiques sont beaucoup plus sensibles à l'ambiance dans l'entreprise, aux conditions de travail, au style de management, etc. Donc, si je dois vraiment simplifier toute la chaîne des causes et effets, c'est pour ça que il y a des aménagements à mettre en place. Bon, hors aménagements vraiment liés à des problématiques très très concrètes, comme par exemple hyperacousie pour une personne autiste ou justement rampe pour une personne en fauteuil roulant. Enfin, je prends vraiment des exemples là, très très bateaux, mais il y a des choses à mettre en place en plus par rapport qui vont légèrement modifier les habitudes de travail d'une équipe pour que la personne neuroatypique euh, se sente avoir les mêmes chances de réussir dans son job que les autres. Et finalement, on constate que les aménagements mis en place pour ces personnes-là, finalement, profitent à tout le monde. J'ai pas un seul exemple d'embauche d'une personne neuroatypique et où la personne est restée suffisamment longtemps ou reste encore. J'ai pas un seul exemple comme ça où les changements où les changements soit mis en place, soit qui se sont opérés avec le temps, n'ont pas profité à tout le monde. Vraiment, ça arrive à tous les coups. Et par exemple, ça peut être quelque chose de très très banal comme euh, plutôt passer à une communication surtout sur tout ce qui est consigne de travail écrite plutôt que uniquement orale. Il y a des personnes, les neuroatypiques, qui pour beaucoup ont moins la capacité à retenir les choses à l'audition et que ça aide vraiment de les avoir par écrit, en fait, finalement, tout le monde est super content parce qu'il y a moins d'ambiguïté, il y a moins de questions à poser après parce que tout est déjà écrit. Voilà, ça c'est juste un petit exemple, mais si il y a d'autres plus de silence qui est qui est mis en place dans un bureau, dans un open space, en fait, bon, le silence en général, c'est plus facile pour se concentrer que le bruit, sauf cas exceptionnel, etc. Et du coup, c'est pour ça que à mon sens, il y a des choses si on écoute les neuroatypiques, leurs besoins pour être efficaces, pour bien fonctionner, etc. Si on met en place ces choses-là, il y aura plus naturellement une tendance à aller vers plus de bien-être et plus de santé au travail que si on ignore leurs demandes. Mais ça, c'est à condition de les mettre en place pour tout le monde, pas que pour une personne, pas que pour la personne qui le demande. Alors, il y a des choses qui resteront très ponctuelles et très ciblées sur une personne ou un type de handicap. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je parle des neuroatypiques. Les neuroatypiques, les besoins sont vraiment, pour beaucoup, dans, encore une fois, l'ambiance de travail, les conditions, la bienveillance du manager, la bienveillance de l'équipe, l'écoute, voilà. Donc, si on utilise les neuroatypiques pour comprendre de quoi ils ont besoin et transposer ça à comment fonctionne l'équipe, l'entreprise, l'étage, le service, etc., je pense que ça sera plus facile, en fait, d'aller dans le sens à la fois de relancer l'économie et à la fois de préserver notre bien-être au travail, notre santé au travail. Et ce n'est pas, là on parle de ça dans le contexte de la crise du coronavirus, mais
ça pourrait être vrai. Ça aurait pu être vrai enfin, c'était vrai il y a 6 mois, un an, tout comme ça sera vrai dans 20 ans. Il y a toujours des personnes, cette phrase qui peut le plus, peut le moins. En fait, les personnes, et d'ailleurs, c'est le concept la notion de la conception universelle, où, par exemple, les textos ont, à la base, étaient inventés pour les sourds, et puis finalement, le monde entier les utilise aujourd'hui. La télécommande a été inventée pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer vers la télé pour switcher, pour changer de chaîne. Le monde entier utilise la télécommande aujourd'hui. Donc, ce genre de choses, ça a toujours existé, ça va toujours exister, et ça serait bien, je pense, dans les circonstances actuelles, d'écouter les personnes qui sont les plus sensibles au bien-être au travail pour transposer ces solutions à tout le monde. Et finalement, une personne qui est bien dans son cadre de travail sera plus efficace, donc elle va plus facilement contribuer à la relance de l'économie. Voilà. Alors, Yvan qui dit inventer d'autres modes de consommation sans doute. Alors, euh, oui, j'espère que ça se fera. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sandra, ce que vous en pensez aussi les autres. Euh, Au début du confinement, j'étais à fond sur ouais, inventons des trucs, mettons des choses en place, créons des communautés. On avait parlé avec Patrick Queneau qui est là, à beaucoup de webinaires aussi. C'est oui, qu'est-ce qui est mis en place, quels sont les groupements qui agissent, ça c'est super et je salue les initiatives. Maintenant, en termes de nos habitudes de consommation, d'être, etc., plus ça va et plus j'ai un doute sur le fait que inventer quelque chose qui n'est pas né d'un processus d'évolution naturelle puisse être vraiment efficace. Je pense que c'est une évolution. Il y a les pratiques de travail, de consommation, etc. Il faut que ça soit plus de l'ordre de l'évolution que d'une révolution et des inventions euh, qui arrivent d'un coup. Qu'est-ce que tu en penses, Sandra? Bah, oui, oui, je suis d'accord, mais j'aurais bien aimé. Est-ce que Yvan a des idées de d'autres modes de consommation Ouais, qu'on pourrait inventer? Qu'est-ce qu'il entend par ça? ouais. Très bonne question. Alors, du coup, en attendant que Yvan réponde éventuellement, Hilaria dit faire confiance à la bienveillance des managers, c'est super, mais quelles mesures mettre en place pour rendre le retour au travail plus simple pour tout le monde et pour les salariés en situation de handicap qui ne se sont pas déclarés? Alors ça, c'était, j'imagine, une réponse à ma question. Quelles sont vos craintes? Et c'est une super question, Sandra. Je ne sais pas si tu as... Je t'ai vu hocher de la tête. Est-ce que tu as des... Non, mais ça peut être Vas-y. aussi pour le retour au travail, pour pouvoir recréer du lien et être bien aussi, c'est de créer des moments de convivialité, peut-être en faire un événement positif, parce que moi j'ai hâte de retrouver mes collègues, d'échanger, de prendre une pause café avec eux. Donc ça peut être aussi des choses qu'on peut mettre en place pour faciliter le retour et que ce soit plus en douceur. Et elle parle donc des salariés en situation de handicap qui ne sont pas déclarés. Donc effectivement, on a le choix de déclarer ou non, oui ou non, son handicap, mais c'est vrai que ça serait bien aussi de les inciter à le déclarer parce que peut permettre de déclencher des aides et c'est tout dans leur intérêt de se déclarer. Ok. On a Benoît. Je ne connais pas votre médecine du travail, mais je suis toujours inquiet car la médecine du travail est rarement formée à la différence. Il est difficile de généraliser. Certains neuroatypiques ont vraiment besoin de retrouver une routine professionnelle et le désir d'être avec les autres. Ce paradoxe ou les difficultés à exprimer ce besoin ne doit pas amener la médecine du travail à maintenir le personnel en télétravail. Chaque approche doit être individualisée et, et, et un correspondant comme vous, Sandra, doit aussi accompagner le médecin du travail à comprendre ces nuances. Oui, bon, je partage aussi un peu les craintes liées à la médecine du travail parce que c'est vrai que on a autant de médecins qui ont des avis tous autant différents et des façons de réagir différentes. Et c'est vrai que bon, euh, je constate aussi un petit peu les mêmes choses que Benoît.
Euh, alors, ce paradoxe ou des difficultés à exprimer, donc je pense que ce que Benoît veut dire, euh, il faut pas que le télétravail soit le remède, en fait, l'unique Mm. remède. Il faut effectivement encourager la reprise du contact euh, social, en fait. Et effectivement, il faut pas se cacher systématiquement derrière le télétravail parce que c'est pas forcément la solution à tout, effectivement. Oui, c'est vrai que ça peut être dans un contexte où il y aura beaucoup d'urgence, de rush, de choses à faire, etc. On peut avoir l'impression d'avoir trouvé un remède extraordinaire, le télétravail, ou autre chose. Et puis du coup, le prescrire à toute personne qui exprime des difficultés à retourner dans la situation de travail classique. Donc je suis d'accord je partage aussi cette crainte. Euh, bon, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis un petit bout de temps avec Epipine et on n'a jamais finalement beaucoup eu l'occasion ni pris le temps de développer les occasions pour le faire. C'est sensibiliser la médecine du travail. Les psychologues du travail aussi. C'est vraiment de leur parler de la neurodiversité d'une manière probablement un petit peu différente et un peu plus poussée dans les détails, je veux dire, que ce qu'on peut faire auprès des collaborateurs. Euh, avec un point de vue, un vocabulaire et aussi un développement un peu plus académique, médical, etc. Mais effectivement, travailler avec eux pour qu'ils comprennent mieux. Je suis d'accord avec vous aussi, euh, Benoît. J'ai aussi envie de répondre à ce que disait Hilaria par rapport aux salariés qui ne se sont pas déclarés. Alors, je ne suis pas la meilleure interlocutrice pour trouver la solution concrète pour ce genre de truc. Donc, ce que je vais dire, ça peut vous paraître assez conceptuel et je suis preneuse de toute idée qui permette de mettre ça en place d'une manière concrète ou décliner ça en action. Euh, Enfin, une action qui me vient à l'idée quand même, c'est la formation, c'est le développement managériel, la formation des managers, quand même. Mais et la sensibilisation en interne au handicap, les grandes campagnes qui peuvent se faire, mais peut-être les inventer, enfin les réinventer la façon dont ça se fait. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, une personne qui n'a pas envie, qui a un handicap ou une difficulté, qui n'a pas envie de se déclarer, elle fait un choix. À partir du moment où elle fait ce choix, elle ne peut pas vouloir rester incognito et vouloir que l'entreprise mette en place tous les aménagements possibles pour qu'elle bénéficie enfin voilà de tous les avantages de ceux qui se sont déclarés. Donc et je comprends ce choix. Dans beaucoup de cas, on le fait parce qu'on a peur d'être stigmatisé, d'être discriminé, etc. Donc c'est pas un choix mauvais, mais c'est un choix. Et du coup, euh, en anglais, on dit raise awareness, mais augmenter la conscience et la compréhension et la connaissance de nos droits de nos droits, de nos devoirs en tant que salariés, de nos responsabilités, de ce que ça implique de se déclarer, etc. Et en parallèle, et vraiment en parallèle, faire du développement managérial qui permette aux managers de mieux comprendre la différence, les différents profils, et aussi les différentes possibilités d'action, etc. Et vraiment le faire en parallèle, parce qu'on ne peut pas juste pousser les personnes à se déclarer, et à côté de ça, ne pas du tout en parler, enfin parler de la différence du handicap, de la neurodiversité aux entreprises. Ça ne marchera pas, il n'y aura aucune confiance. Donc c'est vraiment mener ces deux actions en parallèle. Maintenant, ça, ce que je viens de dire, c'est dans le cadre général. Maintenant, pour la situation dans laquelle on est aujourd'hui, bah, probablement le dialogue qui sera proposé et ouvert à tout salarié, anonyme, comme disait Sandra, grâce à la médecine du travail, les psychologues du travail, vraiment anonyme, pouvoir aller parler à quelqu'un sans que notre nom soit dévoilé à qui que ce soit, etc. Quitte à ce que ça soit par hotline pour que ce soit vraiment très transparent et invisible et faire bien comprendre à la fois que
qui qu'on soit, on peut bénéficier de cette cellule psychologique, entre guillemets, mais en même temps aussi exprimer aux salariés en situation de handicap déclaré ou pas, bah voilà, en fait, si vous vous déclarez, voilà de quoi vous pourrez bénéficier en plus. Donc n'hésitez pas, sans pour autant les culpabiliser, bien évidemment. Donc voilà, c'est un peu conceptuel dans le sens où ça ramène encore une fois à comment on voit les choses, comment on vit les choses, la prise de responsabilité, et le choix, etc. Mais à la fois, je pense qu'il y a quand même des actions qui peuvent nous aider à faire ça. Et encore une fois, il n'y a pas de solution miracle qui va marcher d'un coup en 3 jours, quoi. C'est vraiment une évolution des pratiques qui va se passer sur une ou deux générations, voire plus pour les plus pessimistes. Voilà. Alors, il y a d'autres questions. Sandra, vas-y, Ils vas-y. vont y compléter à juste titre que, parce que Benoît disait que le télétravail peut pas être un remède, puisque notamment dans les métiers comme la restauration, où le télétravail n'est tout simplement pas possible. Donc il faut trouver d'autres solutions aussi. Oui, c'est vrai que il y a beaucoup de métiers qu'on ne peut pas faire à distance. Euh, et ça, ce sont des actions de sensibilisation ou d'accompagnement qui sont encore différentes de ce qu'on dit. Tout à fait. Bah, Hilaria, avec plaisir. Vanessa qui nous dit se déclarer différent ou handicapé, c'est se mettre dans une position protégée, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître. Alors, enfin, pour moi, c'est pas contre-intuitif. Je sais pas ce que tu en penses, Sandra. C'est juste que c'est sujet à des peurs euh, parce que il y a encore beaucoup de discrimination à partir du moment où juste il y a une étiquette différent ou handicapé sur la personne. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires, craintes à exprimer ou idées? D'ailleurs, une petite parenthèse par rapport aux métiers qui n'ont pas accès au télétravail. Encore une fois, c'est une réflexion un peu sociétale et on en parlait avec Vanessa justement dans un ou deux webinaires qu'on avait fait avant. Mais aujourd'hui, les métiers qui nous sauvent la peau dans le monde entier, c'est des métiers qui ne peuvent pas, enfin pour beaucoup en tout cas, pas tous bien sûr, qui ne peuvent pas fonctionner en télétravail. Les médecins, les caissiers, le personnel de nettoyage, etc. Et je pense que j'espère que toute cette crise nous amènera à revaloriser non pas seulement leur salaire, mais aussi vraiment la perception qu'on a de ces métiers-là. Parce que clairement, s'il n'y avait pas les éboueurs, s'ils bossaient pas, on serait, pardon pour l'expression par avance, on serait tous dans la merde, quoi. Et d'autres métiers aussi, mais voilà. Et pourtant, il y a énormément de préjugés pour ces métiers qui sont entre guillemets qu'on appelle à faible valeur ajoutée, mais pas du tout en fait. Ils ont une valeur ajoutée extraordinaire, bien plus que les personnes dont on peut se passer pendant 2 mois et qu'on met au chômage partiel, quoi. Enfin, c'est pour notre quotidien, je veux dire. Pas nécessairement pour le développement de l'économie. Là, je parle Oui. vraiment de la survie et du quotidien. Mm. Et ça renvoie aussi justement pour ces personnes qui sont au chômage partiel, parce que je peux en témoigner, parce que je le suis aussi, ce sentiment de se sentir peut-être inutile à la société, puisque finalement, du jour au lendemain, Ah oui, effectivement, on peut se passer de nous. Donc ça amène des réflexions aussi sur le sens de notre travail et du sens qu'on lui donne. tout à fait. C'est vrai que c'est vrai que c'est un aspect tout à fait, enfin, une remarque, enfin très très très, qui paraît super pertinente. J'avais pas du tout pensé à j'avais pas réfléchi à cet aspect-là. Mince, je me sens inutile parce qu'en fait, on peut se passer de moi pendant 2 mois, merde. C'est ça. Euh, c'est tout à fait. Je pense que je ferai une petite capsule vidéo là-dessus, Sandra. Merci, hein. Euh, Pas hésiter. avec ta permission, bien Mm. sûr. Euh, alors, Benoît qui fait une page de pub pour un livre de Catherine 13.
Autisme et travail, un défi, le parcours des personnes autistes de l'enfance à l'âge adulte. Merci. Euh, merci beaucoup. Octavie, donc dans le cas où un manager accompagne une personne en situation de handicap mais n'est pas soutenu par une politique d'entreprise engagée en ce sens ou par sa direction, comment faire? Comment faire avec un rôle de manager qui peut alors être en tension? Sandra? J'ai un début de réponse, mais je te laisse si tu veux, Alors, on est pas comme tu veux. mais n'est pas d'accord. Et ben là, ça va être tout le défi du manager de convaincre, son entreprise de l'intérêt d'accompagner la personne, parce que ça sera bénéfique pour tous. Et je te laisse compléter, Lydia. Ça me fait un peu penser aux infirmières qui choisissent, et infirmiers, bien sûr, qui choisissent de devenir infirmières et infirmiers tout en sachant qu'elles sont sous-payées et ils sont 3 fois trop de travail. C'est un peu pareil pour un manager qui a quand même envie de bien faire les choses parce qu'ils sont tout simplement le côté empathique, compassion dans le meilleur sens de ce terme et humain. Même s'il n'est pas soutenu par sa direction. Alors effectivement, comme tu disais, Sandra, c'est là où il y a tout le défi. C'est pas évident parce que du coup nos moyens sont limités, mais à la fois c'est pas parce qu'on n'est pas soutenu. Si on est comme ça, on est comme ça, c'est notre personnalité, notre nature. C'est pas parce qu'on n'est pas soutenu qu'on va d'un seul coup devenir un manager, je sais pas, un manipulateur, abusif, etc. Donc ce que enfin, la chose qui me vient à l'esprit, la chose principale, c'est vraiment d'exprimer clairement à son collaborateur ou à ses collaborateurs le fait qu'on a des moyens limités et que du coup, on essaye de faire équipe dans cette situation, dans cette galère, mais ça va pas forcément être facile et toutes les demandes ne seront pas satisfaites et tous les besoins ne seront pas satisfaits. Donc, le manager ne peut pas non plus décrocher la lune s'il n'a pas les outils pour ça. Donc, le dialogue et la communication et vraiment essayer du coup, en fait, quand on est, et je pense qu'on a vu ça dans tellement de situations, que ce soit dans la politique, dans le management, dans le couple, dans les relations parents-enfants, etc. À partir du moment où il y a une communication sincère et de la transparence, il y a un sens plus fort d'être unis et de faire équipe. Donc, je pense que c'est pas évident puisque ça nous pousse un peu à nous montrer vulnérables et à accepter qu'on n'a pas toutes les réponses. Mais quand on n'a pas d'autres moyens, le dialogue reste la seule chose qu'on ait à notre disposition, quoi. Ce qui n'empêche pas ensuite d'aller militer si on s'en sent les capacités et l'envie auprès de l'entreprise pour engager des moyens un peu plus importants. Mais bon. Alors, je vois qu'il est 13h33. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore mangé, donc j'ai pas envie de vous faire mourir de faim. Et du coup, donc le replay sera mis en ligne. J'espère aujourd'hui, puisque comme c'était dit mardi, en fait, on essaie vraiment de les mettre sur YouTube maintenant pour que ça soit beaucoup plus facile d'accès pour vous. Donc, le temps qu'on télécharge la vidéo sur l'ordinateur, qu'on la mette qu'on la réupload sur YouTube, ça met du temps. Donc, surtout que moi, j'ai pas une super connexion et j'ai un collègue qui m'aide à le faire en espérant qu'il soit dispo cet après-midi. Donc voilà, ça sera probablement fait demain, mais vous le verrez sur tous les réseaux. Et merci beaucoup. Alors, il y a quand même deux autres questions. Alors, Nancy, le manager porte le sujet, effectivement, mais comment engager le collaborateur qui doit prendre aussi ses responsabilités dans sa reprise? Alors,
C'est une super question. Et en effet, c'est pour ça que je parlais, par exemple, pour les personnes non déclarées, je parlais de choix et de responsabilité. C'est super important que le collaborateur prenne autant de responsabilité que le manager en tant qu'individu, tout simplement. Euh, Comment le faire? Un accompagnement. Et c'est pas comment dire, c'est pas banal. Enfin, c'est pas des paroles en l'air parce que il y a aujourd'hui et probablement que Anne Mongermont pourra vous en parler un peu plus la semaine prochaine, mais il y a des collaborateurs à qui on propose des accompagnements. Ça m'est arrivé aussi dans mon expérience et qui les refusent. Euh, on sait déjà que le collaborateur prend des responsabilités très limitées et du coup la collaboration va être très ou juste difficile. Donc en effet, c'est une vraie bonne question, c'est une vraie bonne interrogation. C'est probablement du dialogue aussi, des propositions d'accompagnement si possible, et puis voir un petit peu en proposant des différentes solutions aux collaborateurs. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que vous le sentez prêt à faire des pas dans le sens de cette collaboration, etc. Et si oui, bah, c'est super. Je pense que si on accepte d'être coaché, bah, petit à petit, en fait, on s'ouvre, on fait plus les choses. Si on refuse, ça peut vous indiquer déjà le fait que ça risque d'être un petit peu plus chaud, on va dire. Pour rebondir sur ce que disait Nancy, effectivement, le manager, il est pas le seul à tout porter sur ses épaules et le salarié doit aussi euh, être engagé dans sa reprise et faire peut-être des concessions voilà, ou commencer à s'y préparer parce que le manager aussi a ses fragilités, a vécu aussi la situation, a peut-être eu même des cas de personnes malades dans son entourage, donc tout ne doit pas reposer sur lui, effectivement. Exactement, exactement. Et ça, c'est bah, ceux qui m'ont vu ou entendu en intervention, vous savez très bien que c'est aussi quelque chose sur lequel je mets un point d'honneur. Il faut vraiment que les efforts soient faits des deux côtés. On ne peut pas, tout ne peut pas reposer sur soit que le manager, soit que le collaborateur. C'est hyper important. Donc, merci beaucoup, Nancy, pour cette très bonne question. Alors, Octavie demande s'il existe des entreprises avec seulement des personnes neuroatypiques. Alors, oui, pas beaucoup. Et ce sont des entreprises de prestations, alors celles que je connais en tout cas, hein, parce que je connais pas tout, mais celles que je connais, ce sont des entreprises de prestations de services, donc surtout dans les métiers du digital. Donc c'est des entreprises qui embauchent un interne, c'est comme des ESN, donc qui embauchent un interne des consultants, notamment avec autisme, et qui ensuite les placent soit chez le client, soit ces personnes restent dans les locaux de l'entreprise et sont quand même en mission pour des clients. Euh, des entreprises uniquement avec de neuroatypiques qui sont au-delà de ce modèle, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Euh, je réfléchis s'il y en a qui ont une politique d'embauche particulière des neuroatypiques où il y en aurait beaucoup. Alors, je pense qu'il y a probablement des entreprises comme ça, mais qui le font sans le savoir. C'est-à-dire, par exemple, des entreprises avec des pratiques de travail très innovantes qui ne correspondraient pas à quelqu'un qui a plus besoin d'un cadre plus classique ou certaines